Et donc, le succès actuellement exponentiel de la seconde main, il est malheureusement lié à l'inflation et au fait que la seconde main permet d'augmenter son pouvoir d'achat. La bonne nouvelle, c'est que c'est aussi lié à des considérations environnementales et à une maturité, surtout en France, qui aussi est croissante. Donc ça, c'est un phénomène qu'on a observé dans notre rapport e-commerce qu'on a publié en mai dernier. Quand on compare les acheteurs français qui ont acheté un objet de seconde main dans les 12 derniers mois, en France, c'est 66%. Dans le monde, c'est 59%. Donc, il y a vraiment une maturité, je dirais, plus importante sur notre marché. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème marketing, digital, innovation et expérience client. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Expérience Client qui se tient en octobre à Biarritz, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Expérience Client rassemble en fait la communauté des C-Level pendant 3 jours et à huis clos, à Biarritz en l'occurrence. C'est le rendez-vous des marques qui crée de la valeur avec le digital, le content et la data. Le concept, il est assez simple. C'est des rendez-vous d'affaires que l'on organise entre les prestataires de solutions et les C-Level, accompagnés en plus de ça de moments de networking. Effectivement, le One-to-One est clairement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Oui, tout à fait. Nous avons un contenu de grande qualité avec des speakers triés sur le volet pour aborder tous les sujets d'actualité et partager les retours d'expérience des uns et des autres. Merci Sonia pour cette rapide présentation et pour en savoir plus, comment doit-on faire? Le meilleur moyen, c'est vous vous rendez sur le site internet du One-to-One Biarritz ou vous nous suivez sur notre page LinkedIn. Merci Sonia, à très bientôt à Biarritz et en audio, toujours sans coupure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sarah Tayeb, directrice générale d'eBay France. eBay, une marque bien connue de nous tous, l'un des pionniers du e-commerce, s'est imposé depuis sa création en 1995 comme un acteur majeur de la vente en ligne, en particulier sur le marché de la seconde main. En France, la plateforme qui va fêter ses 25 ans de présence compte aujourd'hui plusieurs millions d'utilisateurs actifs. Et au niveau mondial, ce sont plus de 132 millions d'acheteurs qui utilisent eBay. Chez nous, le marché de la seconde main connaît une croissance exponentielle. Selon différentes études, en 2023, il représentait déjà environ 7 milliards d'euros et on estime qu'il pourrait atteindre 20 milliards d'ici 2027. Porté par une prise de conscience environnementale et des préoccupations économiques, le modèle C2C, consommateur à consommateur, séduit un public de plus en plus large. 70% des consommateurs français ont acheté un produit d'occasion en 2022 et ce chiffre continue de croître, alimenté par la digitalisation et l'émergence des plateformes facilitant les transactions entre particuliers. Avec Sarah, nous allons analyser ce marché de la seconde main en abordant les évolutions des attentes des consommateurs, les enjeux macroéconomiques et les tendances qui façonnent le secteur C2C. Nous poursuivrons en abordant la proposition de valeur d'eBay. Notre invité nous partagera l'évolution de la plateforme, ses nouveautés et comment elle continue d'innover pour adresser ce marché ultra compétitif. Nous conclurons, comme à notre habitude, par le sujet de la relation client, sujet ô combien stratégique pour toute plateforme C2C. eBay place ses utilisateurs au centre de son modèle, l'occasion de parler CRM, data, stratégie d'acquisition et de fidélisation, bref, de la manière dont eBay renforce sa relation avec ses utilisateurs. Mais avant de commencer, Sarah, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour, je m'appelle Sarah Tayeb, je suis directrice générale d'eBay en France. Donc je représente évidemment cette marque que vous connaissez, qui est celle de la marketplace, la pure marketplace B2C et C2C eBay, qui existe depuis l'an 2000 en France. Ça fait maintenant 10 ans que je travaille pour cette très belle marque et que j'essaye de participer à son essor. Tu vas nous raconter ce que tu as fait pour eBay. Je rembobine un peu l'histoire. Tu as un profil, tu as fait des études, tu as un profil plutôt ingénieur, plutôt commerce,
plutôt littéraire? C'est quoi ton profil? C'est un profil atypique. C'est un profil où j'ai refusé de faire prépa pour finalement faire une école qui s'appelle le CELSA, qui est une école de communication avec une dominante pour des matières socio-économiques, voire littéraires. Et qui m'a permis finalement de trouver ma voie très indirectement vers le e-commerce. Tu as été diplômée en quelle année? En 2005. Tu commences ton parcours professionnel après ce diplôme-là. Il débute par quoi? Encore une fois, en outsider, le CELSA prépare beaucoup à des métiers du marketing et de la communication, en tout cas pour ce que je me préparais à faire, notamment aller vers des agences publicitaires. Et finalement, je me suis dirigée vers une passion très personnelle pour le jeu vidéo. C'est amusant. Oui. Donc j'ai démarré ma carrière en faisant du marketing produit chez un éditeur de logiciels et de jeux vidéo. Ça consiste en quoi à faire du marketing produit pour un éditeur de jeux, dans la mesure où c'est vrai que c'est un produit qu'on va aller acheter en magasin, mais c'est aussi un produit qui est dématérialisé. Est-ce que c'est pas un peu singulier quand même? C'est là où on va toucher un sujet sensible. À cette époque-là, le produit était très physique. On vendait des CD-ROM dans un supermarché avec des têtes de gondole, avec des fiches produits, avec un accompagnement commercial. Mais qui m'a permis aussi, puisque c'était vraiment une petite entreprise, de faire du projet. Donc, j'étais au plus près des équipes développement. Je pouvais travailler sur les concepts en fait des logiciels. Et on a ensuite abordé le virage vers les consoles grand public de Nintendo, qui ont été à l'époque, ça date un peu, la Nintendo DS et la console Wii. Qu'est-ce que tu retiens de ces années? Combien d'années tu as été resté dans ce secteur? 2 éditeurs différents et j'ai travaillé dans cette industrie pendant 6 ans à peu près. Et qu'est-ce que tu retiens? C'est quoi? Parce que tu as commencé à le dire, il y a ces bouleversements avec ces consoles qui changent, un aspect beaucoup plus immatériel du produit. Exactement. En fait, j'ai vu la dématérialisation dans le jeu vidéo arriver progressivement. J'ai clairement construit une expertise en fait sur ce marché, ce qui a fait que j'ai été contactée par l'enseigne Darty ensuite sur ce sujet en particulier. Et j'ai appris le travail en très petite entreprise où il faut savoir tout faire. On touche à tout. Et c'est vraiment, je pense, ce qui m'a plu. C'est des métiers très créatifs et très exigeants. Le jeu vidéo, c'est un métier passion, mais c'est aussi un métier difficile, surtout quand on est une femme. Et en même temps, très challengeant parce que un produit... qu'encore aujourd'hui, je trouve extrêmement sexy. Et avec les premières problématiques quand même e-commerce et la dématérialisation, donc des modèles en fait de commercialisation qui maintenant sont complètement compris, mais voilà, le micro-paiement, les modèles gratuits avec publicité, c'était des modèles qui émergeaient sur le jeu vidéo. C'est un business model complètement nouveau qui s'est installé. Exactement. Et donc un marketing nouveau aussi qui était à promouvoir. Oui, tout à fait. Et donc tu confirmes que finalement ce milieu qu'on imagine avec tous les clichés, c'est-à-dire masculin et rempli de fans de jeux, en fait, c'est pas vraiment des clichés, c'est un peu vrai quand même. Dans le milieu du travail, en tout cas, ça l'était. J'espère que ça a évolué. Je l'espère pour toutes les femmes qui m'écoutent et qui ont envie de travailler dans cette très belle industrie, encore une fois très, très créative, et où j'ai rencontré des gens pour qui c'est un art, en fait. Après ça, tu as commencé à le dire, tu es passé chez Darty. Et qu'est-ce que tu as fait chez Darty? Tout à fait. J'ai été appelée par Darty qui se posait des questions sur l'ouverture du secteur jeux vidéo dans ses magasins et sur darty.com. Et qui souhaitait donc prendre quelqu'un dans leur équipe achat qui connaissait ce marché de l'intérieur. Donc j'ai sauté le pas. L'achat, c'est-à-dire c'est pour négocier avec les éditeurs les conditions d'achat et de distribution des produits physiques, mais aussi au travers du site web. Oui, à l'époque, Darty avait une définition un peu différente du métier d'acheteur. On était chef produit chez Darty.
Je pense qu'il y a eu une évolution depuis, évidemment, la fusion avec la Fnac. Mais on avait un métier qui incluait les achats, les négociations, les discussions avec les différents fournisseurs, mais aussi une dimension merchandising, magasin, et la dimension Darty.com. Donc on était en étroite relation avec l'équipe de Darty.com, qui était extrêmement dynamique sur le sujet jeux vidéo. À l'époque, c'était pas tellement omnicanal. Il y avait Darty.com qui était une BU un peu à part, non ? Alors le click and collect existait déjà. Darty s'est lancé très tôt sur le sujet et c'était déjà dans mes souvenirs 15% de leur volume, donc c'était vraiment un canal très important et Darty intégrait déjà cette question quand même du physique to digital et digital to physique. Quand tu fais ce passage vers Darty, tu changes quand même un petit peu de mission par rapport à ce que tu faisais avant. Qu'est-ce que tu as appris et retenu de cette expérience ? Je découvre le monde de la grande distribution de l'autre côté. Donc, on arrête les présentations et puis la vente de produits, on les achète. Donc, il y a évidemment toute une partie apprentissage commercial, de la négociation et du merchandising que j'ai trouvé passionnant, de comprendre en fait la dynamique d'une aussi belle enseigne française avec une empreinte de 200 magasins. C'était vraiment passionnant. Avec un rythme différent entre les magasins et le e-commerce. Et clairement, un dynamisme chez Darty.com que j'ai beaucoup aimé et je dirais qui m'a vraiment poussé quand eBay m'a contacté à aller plutôt dans cette voie plutôt que dans le physique. Combien de temps tu restes chez Darty ? Presque 3 ans. Presque 3 ans. C'est et un donc cycle chez moi. Et donc après cette expérience chez Darty, tu rejoins eBay. Tout à fait. T'es appelé pour faire quoi chez eBay ? C'est quoi ta mission quand tu arrives ? Donc on est en quelle année là quand tu arrives ici ? 2013. 2013, ouais. Et en fait, c'est amusant parce que autant Darty m'a appelé pour mon expertise sur le jeu vidéo et puis eBay m'a appelé pour mon expertise sur la grande distribution française. Donc, c'est très bien. Et moi, j'étais une eBayeuse. Donc, j'étais inscrite sur la plateforme. J'étais déjà une vendeuse particulière, un vendeur C2C sur cette plateforme et sur d'autres. Donc j'ai été très heureuse de voir cette grande marque américaine qui me contactait. Et le challenge pour moi, en rejoignant eBay, c'était justement de m'occuper de la partie merchandising, une partie du merchandising du site ebay.fr qui s'appelle la partie deals ou bons plans sur la page France. Donc l'idée, encore une fois, c'était d'animer des opérations qu'on dit trading, en fait. Explique-nous, ça veut dire quoi concrètement ? Donc on négocie des mises en avant et des opérations commerciales avec des promotions sur les produits vitrines, en fait, qui sont sur la page Bon Plan de eBay et puis qui bénéficient évidemment de bannières sur la homepage. Qui sont mises à la vente par des professionnels. Par des vendeurs professionnels pour cette partie du site, exactement. Donc tu arrives là, tu commences en fait ta mission chez eBay par ça. Comment elle se poursuit ? Tu le disais en introduction, ça fait 10 ans que tu es là, tu dois faire partie presque des meubles. Excuse-moi pour l'expression. Non, c'est vrai, 10 ans dans une même entreprise. Mais j'en suis la première surprise. J'en suis la première surprise parce que j'avais un peu ce cycle de 3 ans que j'avais du mal à briser. Et je regardais encore ce qui s'était passé pour moi. Finalement, on retrouve ce cycle de 3 ans puisque j'ai pu changer en fait de rôle. J'ai pu évoluer au sein d'eBay à peu près tous les 3 ans. Donc finalement, j'ai trouvé cette capacité de me développer, d'apprendre, de changer de position, mais dans un seul groupe et même au sein de l'équipe française. Donc c'est aussi la richesse d'eBay de déjà laisser la chance à quelqu'un d'explorer des domaines dont il n'est pas forcément spécialiste ou expérimenté. Donc il y a une vraie flexibilité. Ça fait partie de la culture américaine, entre guillemets, d'eBay, parce que là, tu es passé d'un modèle franco-français Darty, briques et mortar à l'origine, avec des points de vente qui vendaient de la vaisselle. Je grossis le trait, mais enfin, c'est volontaire.
dans une entreprise américaine qu'on met complètement dématérialisée, c'est-à-dire qu'on met en place une technologie qui va permettre à des particuliers ou des professionnels de vendre des produits. C'est ça. On rentre dans quelque chose de complètement nouveau, quoi. Culturellement nouveau, dans les façons de travailler. Donc on est dans des organisations très matricielles, on est dans une organisation internationale, donc je change aussi de langue dans l'univers du travail. On doit comprendre, se faire comprendre et collaborer avec des équipes qui sont basées dans le monde entier et où culturellement il y a cette flexibilité et cette ouverture d'esprit sur si tu as envie de démarrer une nouvelle aventure, si tu as envie d'essayer un nouveau métier, vraiment crée ton opportunité. C'est ce que tu as fait toi ? C'est ce que j'ai fait. Bah alors après avoir fait le merchandising de la catégorie Bon Plan, je ne sais plus comment tu l'as appelé. Bon Plan. Deals. Deals. C'est quoi la suite alors ? Comment tu crées la suite ? Je crée la suite en discussion avec la direction France qui, donc à l'époque, est prise par Céline Saada Benaben, avec qui on discute de mettre un focus particulier sur l'activité justement C2C, consumer to consumer. Donc, on construit sur mesure en fait un poste où je m'occupe à 100% des vendeurs particuliers. Donc vendeurs particuliers qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas particulièrement gérés, ils étaient mélangés dans la gestion avec les vendeurs professionnels. Qui étaient plus ou moins... Oui, voilà, ça fonctionnait comme ça, il n'y avait pas d'équipe dédiée, et donc il n'y avait pas forcément eu de suivi sur cette question-là, et on avait vraiment envie sur ebay.fr de porter cette attention et de travailler sur ces problématiques. Là, on est en 2016 à peu près, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça ? Exactement, 2016, bravo. Je suis. Et là, vraiment, c'est un autre domaine qui s'ouvre à moi. Donc, on oublie complètement, on va dire, le calendrier retail et la négociation pure et la gestion, en fait, de comptes vendeurs. Je me rapproche vraiment plus d'une situation où il faut comprendre tous les leviers qui font l'activité d'un vendeur C2C. Comment est-ce qu'il rejoint une plateforme ? Pourquoi il rejoint une plateforme ? Qu'est-ce qu'il met en vente ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il motive ? À quel moment ? Les dimensions de prix aussi. Quelle est sa sensibilité à ce qu'il rémunère à la plateforme, avec une concurrence que vous devez connaître à l'époque dans un site de petites annonces, quand eBay est un modèle payant, avec une commission sur les ventes payée par le vendeur. Et donc, identifier tous ces leviers que je pouvais mettre en place, des opérations marketing pertinentes pour parler à ce type de consommateurs en particulier et faire venir toujours plus de vendeurs particuliers sur eBay. Ça a fonctionné. C'est quoi le résultat de tout ça ? Qu'est-ce qui te permet, en fait, je pose la question en imaginant tout à fait la réponse, puisque tu as continué sur une autre expérience après. Elle a duré 3 ans, celle-ci aussi ? Oui. 3 ans ? Ouais, bon, qu'est-ce que tu en tires comme conclusion de ces 3 ans alors ? On a fait beaucoup de tests. J'ai découvert que les vendeurs particuliers étaient vraiment un public à part. Ouais. J'ai découvert la richesse en fait du public eBay avec on se parle d'une communauté en fait et des communautés même par famille de produits. Donc voilà. Tu veux dire c'est pas les mêmes comportements d'utilisateurs selon les catégories. Exactement. Donc il y a les moments de vie d'un vendeur particulier, un déménagement, une naissance, un divorce, le jour de Noël pour revendre des cadeaux. Voilà. Donc ça c'est vraiment des moments de vie très forts qu'on identifie et qu'on suit évidemment dans cette activité. Et puis, il y a des communautés sur eBay qui sont incroyables. On a une communauté de collectionneurs vraiment passionnés par ce qu'ils font et avec une richesse de collection très large. Voilà. Donne-nous des exemples. Alors, évidemment, en ce moment, les collectionneurs de cartes Pokémon sont une communauté extrêmement présente, mais à chaque fois je me trompe sur le mot, les fabulophiles qui collectionnent les fèves ont aussi leur part sur le site. Oui, effectivement, on va très loin dans la collection, mais ça, je crois que tout le monde le savait, les collectionneurs existent dans tous les types de produits.
Tu apprends finalement, si je comprends bien, si je lis entre les lignes, la dimension communautaire des utilisateurs durant ces 3 années. Tu crées encore le poste qui suit ou comment ça se passe pour la suite de l'histoire ? Le départ de quelqu'un crée une opportunité pour moi. D'accord. Voilà, donc le responsable des vendeurs professionnels quitte la société pour d'autres belles aventures et je propose à Céline, qui est toujours en charge de eBay France, d'englober la totalité des activités françaises. Et donc, moi, j'avais très envie, en fait, de faire le même apprentissage et de me challenger sur, justement, cette connaissance du B2B. Alors, nous, on dit B2C parce qu'on se parle des vendeurs professionnels, mais en fait, c'est une relation B2B. B2B, ouais. C'est du marketing B2B et c'est du recrutement, encore une fois, et de la prospection Parfois, B2B. on dit B2B2C Voilà. pour être complet. On est dans ce modèle-là. Comment tu fais justement pour gérer ces 2 aspects de la plateforme en reprenant la responsabilité du B2B, tu l'additionnes à celle du B2C. Est-ce qu'il y a aussi une sorte de communauté de professionnels ? Est-ce que, si oui, on l'anime de la même façon ? Alors, je découvre que l'analyse se fait un peu sur les mêmes leviers. Il y a toujours une dimension prix, il y a toujours une dimension catégorie management, donc saisonnalité qui est importante. Mais la relation avec les vendeurs professionnels est très différente. Alors, eBay a la spécificité d'avoir à la fois des grandes enseignes, des grandes marques qui nous font confiance et qui vendent sur eBay parce que on adresse 132 millions d'utilisateurs dans le monde, on est dans 190 pays, donc ça c'est évidemment une chance pour les grandes entreprises qui veulent faire de l'export, du cross-border trade. Mais on est aussi une opportunité pour les très petites entreprises pour se lancer dans le e-commerce. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de développer un site e-commerce, d'acheter des campagnes de trafic onéreuses, de comprendre en fait le marketing. On se repose sur une place de marché. Et puis, on ouvre sa boutique, on télécharge son inventaire sur eBay et tous les outils de gestion sont mis à disposition. Et pour ces petites entreprises-là aussi, ça peut être une voie vers l'export. Donc, je découvre plutôt une cible qui est différente des vendeurs particuliers, qui a d'autres outils à sa disposition et qui réagit très différemment à certains leviers. Je pense au levier, encore une fois, de prix. Je pense encore une fois au marketing qui est très différent et sur lesquels on a des leviers d'acquisition vraiment distincts par rapport au C2C. Combien de temps tu gardes ce périmètre de responsabilité avant de prendre la direction générale et comment ça s'opère ? Alors j'ai pris la direction générale il y a moins d'1 an, donc c'est clairement une activité qui m'anime progressivement jusqu'à la position à laquelle je suis actuellement. Ça s'est fait progressivement parce qu'il y a aussi chez eBay des promotions internes, donc on obtient des grades. Voilà, donc j'ai pu passer directrice, j'ai pu faire grandir mes équipes. Et puis, encore une fois, cette double casquette m'a été très utile pour pouvoir faire certains arbitrages sur le PNL qui, je pense, m'ont aidé à prendre la position à laquelle je suis actuellement. Et alors justement, cette position, tu as forcément une lettre de mission quand tu arrives dans ce poste-là. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Ma lettre de mission, oui, tout simplement, eBay, c'est donc une communauté d'acheteurs et de vendeurs. Et nous, notre objectif, c'est de les mettre en relation. Moi, mon objectif, c'est d'écrire cette feuille de route pour la France. Alors, dans le respect, évidemment, de ce qui a été fait les années précédentes. Mais notre ambition, c'est vraiment de travailler sur une consommation plus responsable. Donc ça, c'est un virage sur lequel on travaille
travaille depuis maintenant 2 ans, puisque notre ambition, c'est de prolonger la vie des produits. Donc clairement, de donner un impact toujours plus positif à l'empreinte de eBay dans le monde et dans toutes ces opportunités qu'on veut toujours créer entre acheteurs et vendeurs, d'apporter une responsabilité plus forte par rapport à l'environnement. Bon, on va rentrer dans le détail de tout ça un peu plus loin. Merci pour cette présentation tout à fait passionnante. Et de comprendre un parcours comme le tien, à mon avis, ça doit en éclairer plus d'un. Comme je le disais en introduction, on va prendre un peu de hauteur pour pouvoir parler du marché. Ce marché de la seconde main, il est en pleine expansion un peu partout dans le monde, singulièrement en France, avec un environnement concurrentiel qui est fort. Des consommateurs qui ont aussi beaucoup changé. Le Covid a très certainement aidé à ce changement, mais il y a une prise de conscience environnementale. Il y a aussi une sensibilité au prix qui clairement vient jouer un rôle dans l'évolution et la croissance de la seconde main. Comment tu vois un peu les choses aujourd'hui? Comment tu les vois pour les années à venir? Alors la seconde main, on l'observe et ça fait partie de l'ADN d'eBay depuis bientôt 25 ans. Le premier objet qui était vendu sur eBay, c'était un pointeur laser cassé. Alors c'était déjà un objet qui avait appartenu à quelqu'un. Donc c'est un phénomène croissant, c'est pas un phénomène récent. Et croissant parce que les motivations, vous les avez évoquées. Évidemment, il y a une accélération parce que le premier souci, il est lié aux raisons économiques. Et donc, le succès actuellement exponentiel de la seconde main, il est malheureusement lié à l'inflation et au fait que le pouvoir d'achat, la seconde main permet d'augmenter son pouvoir d'achat. La bonne nouvelle, c'est que c'est aussi lié à des considérations environnementales et à une maturité, surtout en France, qui aussi est croissante. Donc ça, c'est un phénomène qu'on a observé dans notre rapport Recommerce qu'on a publié en mai dernier. Quand on compare, on a cette possibilité-là, les acheteurs français qui ont acheté un objet de seconde main dans les 12 derniers mois, en France, c'est 66%. Dans le monde, c'est 59%. Donc, il y a vraiment une maturité, je dirais, plus importante sur notre marché, sur ces sujets-là. Et l'après-Covid, je pense, a joué avec l'inflation qui, évidemment, accélère. On voit aussi des changements, d'habitude, oui, culturel en quelque sorte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas du tout problématique de dire qu'on a acheté pour son enfant un produit d'occasion, voire même d'offrir des produits d'occasion à Noël. Exactement. Alors qu'il y a quelques années, très clairement, c'était passer pour un radin que de faire ça. On est d'accord. C'était assez tabou, puisque, encore une fois, on a toujours une opération de revente des cadeaux qu'on observe le jour de Noël sur eBay depuis plus de 10 ans. Ce qui change, parce que c'est une étude qu'on mène chaque année avec Ipsos, c'est que maintenant, un Français sur 2 déclare pouvoir acheter un cadeau d'occasion pour Noël. Ce qui, jusqu'ici, n'était pas ni déclaré, ni forcément envisagé. Alors, il y a des différences sur les tranches d'âge. Évidemment, les tranches d'âge plus jeunes sont encore plus sensibles à ça. Mais nous, notre message, c'est mais oui, justement, et un cadeau d'occasion, c'est un cadeau exceptionnel. C'est pas parce que le cadeau est de seconde main que c'est un objet abîmé ou en mauvais état. Ça peut être un objet extrêmement rare. Ça peut être, je prends un exemple, un objet de collection. Ça peut être un objet d'art. Ça peut être un objet, un bijou, un objet de prestige. Parce que on pense vraiment qu'il faut aussi lier la notion de plaisir avec la notion de responsabilité, parce que sinon, c'est difficile, je pense, pour les consommateurs de prendre cette responsabilité seuls et d'avoir uniquement cette logique économique dans leur choix de consommation. On observe, enfin du moins il y a une sorte d'accord pour dire que l'ensemble des
des catégories socio-professionnelles utilisent la seconde main et friandent de la seconde main avec l'idée, pas pour certains évidemment, que c'est l'accès à un produit à moindre coût, et s'il avait dû l'acheter neuf, il ne l'aurait pas acheté. Donc là, il y a une contrainte économique certaine. Pour d'autres, c'est aussi, alors on le disait, par soucis environnementaux, mais il y en a qui se disent, oui, mais par principe, je ne vais pas mettre autant d'argent alors que quelque part, je peux l'avoir d'occasion et il est tout aussi bien. Oui. Les mentalités changent vachement. Ça change et c'est ce qu'on voit en particulier sur le reconditionné. Parce qu'en plus de ça, maintenant, sur des objets tech ou même des objets électroménagers, on va pouvoir acheter de seconde main, mais avec des garanties équivalentes à celles du neuf. C'est exactement ce à quoi je pensais en te disant ça. Et c'est vrai qu'à titre personnel, pour mes enfants, je ne vais jamais acheter un smartphone neuf, mais toujours un smartphone reconditionné. Et pour eux, c'est complètement normal. Et tous leurs amis font la même chose. Et c'est là où on a abouti aux 3 R. Donc, c'est vraiment notre nouveau motto chez eBay France. Les 3 R, c'est la revente, on vient d'en parler, le reconditionné. Mais il y a un troisième aspect qu'on oublie parfois, c'est la réparation. C'est le 3e R. C'est qu'il y a aussi la possibilité de réparer. Il y a aussi ramener son smartphone et en fait, le faire réparer tout simplement. Donc, à aujourd'hui, il y a vraiment de très larges options pour prolonger la vie des objets. Et ça peut paraître surprenant, en fait, qu'un e-commerçant parle de prolonger la vie des objets quand on pourrait croire que nous, notre objectif, c'est de vendre plus d'objets, mais 80% de l'empreinte carbone est liée à la fabrication de nouveaux objets et le message qu'on voudrait passer, c'est vraiment il y a d'autres possibilités tout en se faisant plaisir. Oui, et puis ça va aussi avec les attentes des consommateurs. C'est-à-dire que le consommateur aujourd'hui, il est beaucoup plus éduqué qu'il y a quelques années, il se fait entre guillemets moins avoir, il a été informé, éduqué sur beaucoup de choses et sur le fait que les produits peuvent être réparés, peuvent être revendus. On n'est plus du tout dans le même mindset de marché, en fait. Oui, il reste une étape. Vas-y, c'est laquelle ? Il reste une étape. Je pense que voilà, il y a vraiment une grosse évolution sur les consciences. Maintenant, nous, ce sur quoi on travaille beaucoup, c'est quels outils on met à disposition. Parce que sur justement la réparation, on en parlait, 80% des Français aimeraient réparer. Mais après, dans les faits, on tombe très très vite en dessous de 50% qui vont faire cette démarche, ou du moins vont essayer de faire cette démarche. C'est encore une fois une étude qu'on a faite. Parce que c'est difficile de trouver la bonne pièce, de trouver comment faire, donc ça demande un effort supplémentaire. Mais pourquoi ils ne font pas cet effort ? Je te pose la question avec beaucoup de sincérité. Il y a aussi le sujet du prix. C'est-à-dire que quand tu as un objet qui vaut pas cher, et encore moins cher si tu l'achètes de seconde main, celui qui est cassé, tu as tendance à te dire, bah ouais, mais pour pas grand-chose, en fait, je peux le changer. Et oui, et c'est là où justement je pense qu'il y a encore des avancées à faire. Donc c'est là où le travail qu'on fait, c'est d'apporter des innovations, des services qui vont accompagner encore plus les consommateurs pour qu'au-delà de la dimension prix, il y ait vraiment une acceptation et une démarche personnelle dans l'achat de seconde main, mais aussi du reconditionné ou encore de la réparation. Tu nous fais... Ouais, vas-y, prends l'exemple. Ouais, je prends l'exemple des pièces détachées automobiles. Ouais. Il a fallu un certain temps pour que la pièce détachée automobile d'occasion soit adoptée. Et heureusement, la législation française est même positive en ce sens. Donc, on demande aux garagistes de faire des devis comparés. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de proposer des pièces Exactement. De seconde main ou reconditionnées. Exactement. Et ça a un impact. Dans la réparation. Évidemment que ça a un impact. En fait, tu me permets de faire une belle transition vers justement la façon avec laquelle eBay, la deuxième partie là, que je présentais en introduction, votre proposition de valeur. On le disait, eBay existe depuis très longtemps. En France, ça fait partie des premières plateformes. C2C, je pense que dans notre génération, tout le monde a utilisé eBay à un moment ou un autre de sa vie. Je le disais aussi en introduction, c'est que l'environnement concurrentiel est très fort. Donc face à toute cette réalité, c'est-à-dire avec un asset de marque très très fort, une notoriété très forte,
Dans cet environnement concurrentiel, comment vous vous positionnez aujourd'hui? Tu as parlé de la réparation. Comment vous faites pour pouvoir proposer ces services-là et de façon plus globale? Comment vous vous présentez aujourd'hui? C'est une excellente question. Alors, je pense déjà qu'en effet, oui, il y a cette notoriété d'eBay, mais il y a aussi cette empreinte internationale. Il y a peu de plateformes qui peuvent parler d'une présence dans 190 pays. Et c'est vraiment ce qui permet d'offrir la plus large opportunité possible aux acheteurs comme aux vendeurs. Donc ça permet, on va dire, d'avoir une échelle vraiment plus impactante sur ce qu'on entreprend chez eBay. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est que quand tu mets ton produit en vente sur eBay en France, tu peux être amené potentiellement à l'expédier à l'autre bout du monde. Alors oui, si on le souhaite. Ouais. Et surtout si c'est un produit qui est recherché à l'autre bout du monde. Donc c'est la logique de toutes les petites entreprises. Donc 97% des vendeurs français, particuliers et professionnels ont déjà vendu au moins un objet à l'étranger sur eBay. Donc vous apportez une dimension internationale, en fait l'ouverture d'un marché global. Ça c'est... C'est notre... Voilà, c'est une valeur, on va dire... Ça fait partie des USP, comme on dit en anglais, numéro 1. Et alors la suite? Et la suite, c'est qu'on a un modèle qui est inclusif. Nous, on est sur un modèle de pure marketplace. Donc, on n'a pas de distribution ou d'activité de distribution et on n'en aura pas. C'est ça, c'est une plateforme un technologique. Modèle qu'on a choisi, qui est assumé. Et c'est la discussion qu'on a avec nos vendeurs, professionnels ou particuliers, c'est celle-ci. C'est qu'en fait... nous, on est votre partenaire, en fait. C'est votre succès, c'est notre succès. Donc, on est la plateforme, on vous met en relation, on doit apporter la meilleure technologie possible pour que cette transaction se passe bien et on doit apporter tous les outils pour améliorer cette expérience utilisateur, côté acheteur, côté vendeur particulier, côté vendeur professionnel. Donc ça, c'est vraiment aussi un mindset, un état d'esprit qui est très important chez eBay et dans toutes nos conversations. Et comment vous intervenez dans le cas de conflits ou dans le cas de produits non conformes ou de fake, voilà, ce qui arrive sur toutes les plateformes du monde. Ça doit forcément aussi arriver chez eBay. C'est très structuré puisque évidemment c'est des questions qui se sont posées depuis longtemps chez nous. Donc on a des équipes dédiées. On a aussi des technologies dédiées puisque par exemple la détection des fraudes, c'est un des premiers sujets sur lesquels on a intégré de l'intelligence artificielle. Donc c'est aussi des sujets sur lesquels on est en discussion ouverte avec les autorités et on a même un programme actif de collaboration avec les marques, avec les très grandes marques, notamment les marques de luxe en France, pour lutter contre la contrefaçon. D'accord, donc quand vous identifiez un produit qui semble contrefait grâce à la technologie, et je comprends que l'IA joue un rôle important là-dedans, vous le mettez en dehors de... Vous le retirez? Comment ça fonctionne? Oui, il ne répond pas à nos règles d'utilisation du site et donc il est retiré de la vente. Et toute la discussion qu'on a avec les grandes marques qui peuvent être à risque, c'est de pouvoir justement récupérer ces informations auprès d'elles qui nous permettent de améliorer en fait les robots du site pour cette détection sur image et sur texte. Quand il y a malgré tout un objet qui passe entre les mailles du filet, ça arrive, ça m'est arrivé. Comment ça se passe? Le consommateur s'aperçoit qu'en fait ça ne fonctionne pas ou c'est un faux, que ce soit un produit technologique ou un produit de mode. Est-ce que vous avez un rôle, vous, à jouer là-dedans Oui, alors il y a deux choses. Il y a déjà... un bouton basique sur la fiche produit qui permet de reporter ces objets. Donc, on est une plateforme collaborative. On considère aussi que c'est notre communauté qui nous permet aussi de faire une plateforme plus saine. Petit rappel, on a inventé le système du feedback mutuel sur eBay. Donc, c'est important que nos utilisateurs puissent dire « Ah, j'ai un doute sur cet objet ». Et nous, dans ces cas-là, on a des alertes et évidemment, on regarde les objets qui nous sont reportés. Il y a aussi, évidemment...
le fait qu'on a une protection eBay qui s'appelle donc la protection acheteur eBay, qui fait que si vous recevez, ou si vous ne recevez pas d'ailleurs Oui, un ça produit, peut arriver, tu as raison. En fait on a cette garantie client qui va faire que vous êtes remboursé en cas de tout problème, que vous ayez acheté le produit à un vendeur professionnel ou un problème particulier. Donc nous, dans ces cas-là, certes, on est une plateforme, mais on intervient pour protéger évidemment nos acheteurs et nos vendeurs quand il y a des litiges ou quand il y a des problématiques. Et on a un service client qui est là pour ça. Tu parlais tout à l'heure du reconditionné, qui est encore un pilier sur lequel vous construisez votre proposition de valeur. Le reconditionné, comment il fonctionne chez eBay? C'est quoi la stratégie autour du reconditionné? Parce que quand on parle de reconditionné, on a beaucoup de noms en tête, de sujets. Et les téléphones ont clairement fait partie des premiers produits grand public reconditionnés. Comment vous l'interprétez? Oui, alors le reconditionné, c'est un produit qu'on a vu émerger sur eBay, puisque comme on a un catalogue ouvert sur notre marketplace, on peut créer une annonce pour un produit qui n'est pas encore commercialisé sur catalogue sur d'autres marketplaces. Donc, il y a 2 ans maintenant, on a lancé un programme qui s'appelle le programme reconditionné par eBay, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un marché qui avait besoin d'accompagnement et de structure, encore une fois. Donc, on présente dans cet état reconditionné des vendeurs qui sont uniquement top fiabilité, donc notre statut de performance le plus important chez eBay. Ce sont des vendeurs qui ont un profil vérifié et un profil professionnel uniquement, qui peuvent faire partie de ce programme-là et qui peuvent présenter des produits reconditionnés sur le site. L'autre approche qu'on a, c'est qu'on a une approche multicatégorielle. Oui, les smartphones reconditionnés, c'est super et c'est la famille de produits qui a évidemment le plus cru ces dernières années. Nous, notre conviction, encore une fois, c'est d'étendre et c'est d'espérer qu'on va arriver à étendre la vie des produits et à reconditionner le plus de produits possible dans l'avenir. Donc, évidemment, il y a d'autres catégories qui sont en train de progresser sur eBay. Je pense notamment dans l'électroménager, oui, c'est ça. À certaines marques qui nous font confiance. Donc, si vous avez besoin d'une très bonne machine à café de Longhi, vous pouvez l'acheter reconditionné sur eBay. Donc, en fait, là, le challenge pour eBay, c'est de trouver les vendeurs qui intègrent ce savoir-là. Donc, soit les marques directement, soit des reconditionneurs, mais pas n'importe quel reconditionneur. Il faut quand même un certain nombre de garanties. Donc voilà, c'est-à-dire souscrire à une charte qualité en quelque sorte que vous proposez. Alors, c'est comment ça fonctionne? Il y a quand même une loi en France, heureusement, sur le reconditionné qui protège évidemment et qui garantit minimum d'1 an les produits reconditionnés. Mais il y a aussi, encore une fois, les profils des vendeurs et quels vendeurs en fait on accepte dans notre programme, puisqu'ils sont. Vous faites une curation des vendeurs. Exactement. Sur la base de critères que vous avez établis, donc quelque part, pour pouvoir... Sur une base de performance et des critères de qualité comme les retours gratuits et comme le fait que le vendeur soit top fiabilité chez eBay. Très bien. Et donc le 3e point, si j'ai bien écouté ce que tu m'as dit, c'est la réparation. C'est la réparation, oui, tout à fait. Et alors là, évidemment, c'est pas vous qui allez ouvrir un atelier de réparation. Comment on fait en fait la réparation? Alors là, on inverse le flux, on est d'accord là? Non, c'est pas le consommateur qui a besoin de faire réparer son produit? Il a besoin d'aide pour faire réparer son produit. Déjà, c'est une connaissance qu'on a développée par notre expertise sur le marché des pièces détachées automobiles, sur lesquelles on est leader en France, notamment des pièces détachées d'occasion. Il y a une question de compatibilité. Comment est-ce que je change mon joint de machine à laver, puisque c'est malheureusement ce qui m'est arrivé pendant le Covid. On a 3 enfants, on n'a pas de machine à laver. Qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, on va diagnostiquer la panne. On va se dire, qu'est-ce qui ne marche pas? Si on y arrive, parce qu'il y a quand même des tutoriels, etc., il va falloir changer la pièce qui ne va pas, puisque généralement, c'est ce qu'il faut faire. Et comment est-ce que je sais que la pièce va avec ma machine, tout simplement? Et on a lancé, du coup, il y a 1 an maintenant, le service eBay Réparation pour répondre à cette problématique-là. Alors, en dehors des pièces détachées automobiles, puisque sur eBay, vous allez chercher votre pièce détachée en fonction de votre véhicule, tout simplement. C'est simple, vous tapez votre plaque d'immatriculation, vous trouvez la pièce compatible.
Sur eBay Réparation, vous allez pouvoir faire cet exercice, non pas en tapant évidemment votre plaque d'immatriculation, mais en indiquant votre machine à laver et vous allez trouver le joint qui est compatible. Vous allez trouver aussi les tutoriels vidéo pour savoir comment on change le joint d'une machine à laver et si vraiment c'est difficile, il y a aussi un service de visio avec un réparateur en ligne qui travaille avec nous en partenariat avec une société qui s'appelle Spareka. Oui, qui est passé sur derrière la micro, voilà. Qui fait partie des best in class en France sur le sujet de la réparation. Et donc la réparation aujourd'hui, tu évoques le monde automobile, la catégorie automobile, celui de l'électroménager. On peut imaginer aussi celui du smartphone. Enfin d'ailleurs, c'est pas imaginer, c'est une réalité. Oui. Ça va jusqu'où ? Est-ce qu'on va jusque sur les jouets ? Où ça s'arrête ? Pour moi, ça ne s'arrête pas. Les exemples le montrent. Je pense que c'est l'évolution des futures années qui va permettre de le déterminer. Mais c'est déjà des segments sur lesquels on voit même du reconditionné sur la mode. Donc, je pense que l'avenir doit être multicatégoriel, comme pour le reconditionné et comme pour la seconde main. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y avait 3 R. Oui. Tu peux les répéter, j'en ai pas oublié un là. Revente, reconditionné et réparation. C'est bon. Là, c'est comme ça qu'il faut retenir la proposition de valeur, en fait, d'aujourd'hui d'eBay. Et cette proposition de valeur, elle est tenue par les communautés d'utilisateurs. Dans une plateforme C2C, on a les acheteurs et les vendeurs. Dans les acheteurs, tu l'as évoqué quand tu parlais de ton parcours professionnel, il y a les professionnels et les particuliers. Comment on fait pour les choyer ? Comment on fait pour faire de l'acquisition ? Comment on fait pour gérer la data, la fidélisation ? On sait qu'aujourd'hui, c'est hyper important, la fidélisation. Tu parlais de communauté, et quand on parle de communauté, on ne parle plus juste de clients avec une relation avec l'un d'entre eux, mais un groupe, il y a une psychologie peut-être à avoir, on l'a un petit peu évoqué, on ne parle pas de la même façon à un collectionneur de fèves ou de cartes Pokémon qu'à un utilisateur qui cherche à réparer un joint de machine à laver. C'est quoi votre stratégie ou vos stratégies pour animer tous ces utilisateurs-là qui, et parfois, sont peut-être les mêmes. Un moment un acheteur, un autre moment un vendeur. Exactement. Et la plupart du temps, en effet, les deux. On a vraiment un usage mixte de la plateforme dans beaucoup de ces communautés. Évidemment, on s'appuie sur la data. La beauté du e-commerce et du digital, c'est d'avoir accès à toutes ces informations. On est toujours au plus près des tendances quand il suffit de regarder les recherches, les mots-clés, et on sait ce qui se passe en France. J'aime bien prendre l'exemple du décès de Johnny Hallyday ou même de la reine mère plus récemment. Il y a évidemment toujours quelque chose qui se passe sur le site à ce moment-là. Donc, c'est très important pour nous d'observer ces comportements. Je le disais, ça fait plusieurs années qu'on travaille aussi sur l'intelligence artificielle. Donc... Attends, mais je reviens là sur les événements. Il y a un événement comme la mort de Johnny ou de la reine mère. Oui. Ces événements mondiaux ou nationaux pour Johnny, il ne faut pas déconner. J'ai des exemples très nationaux, là. Ça a quoi comme impact et en quoi la donnée derrière est impactée ? Alors, ça s'observe au niveau des trafics, et puis ça va s'observer à la fois sur une partie recherche, une partie achat et une partie revente. Donc, on est tout de suite alerté d'un événement et on va pouvoir ensuite analyser le comportement, la demande, l'offre et puis les actions marketing éventuelles sur des tendances qui sont alors parfois très éphémères, très liées à l'actualité ou parfois sur des tendances de fond qui du coup servent à nos campagnes marketing et donc d'acquisition. Vous avez un dashboarding dit en direct de ce qui se passe et parfois vous pouvez, j'imagine, être amené à vous rendre compte qu'il y a un événement qui vous a échappé, c'est vrai. Mais pour une communauté de fans qui finalement est très important, non ? Exactement. Et du coup, c'est d'autant plus utile
d'observer ces datas-là. Il faut savoir qu'on les met aussi en partie à disposition de nos vendeurs professionnels, puisqu'ils ont aussi des outils de monitoring, des tendances prix, des tendances produits, et des tendances sur leur segment d'activité, pour qu'eux aussi puissent piloter en fait leur activité au mieux et mettre en place la bonne stratégie commerciale. Donc il y a quelques années, on a racheté une société qui s'appelait Therapic, et aujourd'hui on a complètement intégré en fait ce software pour donner accès à nos vendeurs professionnels à cet outil de veille automatisé sur nos données, ventes, prix, produits, mots-clés. Les particuliers, comment tu les nourris d'informations, comment tu fais en sorte, je sais pas, de les acquérir? Je pense que tout le monde a besoin d'acquisition à un moment ou à un autre. Et puis surtout de fidélisation. Alors sur la partie C2C, on travaille justement beaucoup sur les communautés. Nous, notre analyse, encore une fois, par rapport à ce qu'on a observé sur le site, c'est que on fonctionne sur différentes communautés de vendeurs. Donc, encore une fois, en dehors des moments de vie que j'ai évoqués sur la partie C2C, on a besoin d'être présent dans la vie de ces communautés pour être dans l'esprit de ces acheteurs-vendeurs, notamment sur le sujet Pokémon. En fait, il y a une communauté ultra active et assez resserrée de passionnés de cartes Pokémon ou même plus largement de tout ce qui est lié à l'univers Pokémon. Et donc la question ensuite pour notre équipe marketing, ça va être comment utiliser justement le marketing digital pour toucher ces communautés. Et puis on va aussi à leur rencontre dans le monde physique, puisqu'on participe à des événements communautaires comme les salons dédiés aux cartes de collection. Ça veut dire que vous produisez un contenu spécifique à destination de ces communautés. Pokémon, on le comprend. Pour qui a des ados à la maison, on voit très bien de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y a des communautés qui semblent moins évidentes, qui existent? Parce que la passion, c'est facile de voir une communauté autour d'une passion. Mais est-ce qu'il y a des communautés autour du monde de la voiture, quoique je pense que oui, mais des machines à laver, ça doit être plus difficile, non ? Alors oui, j'aime bien prendre ces deux exemples extrêmes, mais en effet, dans les pièces détachées automobiles, on va adresser une autre communauté, avec un profil différent, mais néanmoins, on va arriver dans un marché où il y a une communauté plus ou moins expertes, mais qui se reconnaissent entre eux et qui ont certains codes. Et en parlant et en étant reconnus par ces personnes-là qui sont influentes au sein du domaine des pièces détachées, eh bien, on fait partie du cercle, en fait. Alors, sur les machines à laver, oui, on est dans une logique quand même un peu différente. Je l'admets. On est bien d'accord, mais justement, tu parlais d'influenceurs, ça me fait une bonne passerelle pour passer sur la notion des réseaux sociaux, dans quelle mesure vous les utilisez et que vous prenez la parole en dehors du canal de la plateforme. C'est, je pense, une approche complète, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une stratégie distincte sur les réseaux sociaux et puis faire autre chose sur le site. Donc on essaye toujours d'avoir un dispositif à 360 degrés. Et en fait, parler avec des influenceurs sur, par exemple, les pièces automobiles, ça doit se faire en écho sur tous nos autres médias. Et c'est la difficulté qu'on a dans la mise en place de cette stratégie, mais c'est aussi comme ça que cette communauté se sent intégrée par eBay et qu'eBay intègre ces communautés. Donc la stratégie, en tout cas l'approche qu'on a, c'est d'avoir tous ces touchpoints. Les réseaux sociaux en font partie, mais ce n'est qu'un touchpoint sur lequel, en fait, nous, on a le même message auprès de toute la communauté et la même approche. Mais avec donc des stratégies communautaires, c'est-à-dire que vous allez cibler le message pour telle ou telle communauté au travers d'un compte eBay France sur les différents canaux On a un seul compte eBay France sur les réseaux sociaux. Et en fait, après, il y a différents réseaux sociaux qui sont plus ou moins agiles sur certaines communautés.
Donc typiquement, évidemment, sur Instagram, il y a beaucoup d'interactions et sur Facebook avec les groupes de collectionneurs de cartes. Là où notre dernière campagne sur les pièces détachées automobiles s'est passée sur YouTube avec vraiment des influenceurs qui ont réalisé un challenge pour réparer des motos sur notre chaîne YouTube, sur leur chaîne YouTube et répercuter sur la nôtre pour 3 500 € seulement. Et on est d'accord que ce sont des opérations qui sont franco-françaises, hein, c'est pas une stratégie plus globale où vous allez localiser quelque chose. Vous êtes en capacité en France d'animer vos propres communautés. Tout à fait. Alors évidemment, c'est une approche globale dans le sens où c'est une stratégie globale d'adresser les communautés de passionnés pour eBay, mais la façon dont on les adresse en France est fait depuis la France. Ouais, c'est du fait maison. Écoute, exactement. Sarah, merci 1000 fois pour cet échange et pour... J'étais ravi, mais vraiment sincèrement ravi de pouvoir donner la parole à cette fameuse marque eBay que j'ai connue. J'ai commencé en 99, tu vois, j'étais dans le digital, donc un peu avant eBay que j'ai vu arriver. Et sincèrement, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc merci beaucoup pour nous avoir un peu raconté l'histoire vue de l'intérieur. Merci. Merci à tous les auditeurs pour leur fidélité et les messages qu'ils m'envoient. Si vous voulez contacter Sarah, c'est au 06... Non, pardon. C'est sur LinkedIn, je plaisante. J'imagine que c'est le meilleur moyen pour pouvoir... Oui, je donne pas mon 06 facilement. Bien sûr, comme en fait beaucoup. Merci au One-to-One Retail e-commerce de Monaco et au One-to-One expérience client de Biarritz pour le soutien apporté à cet épisode. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt. Sarah, merci encore et à très bientôt. À bientôt.